Bonjour et bienvenue sur le podcast anonyme. Cédric. Laurent, Bonne année. Bonne année à vous tous, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, des parties et plein de bons jeux. Et on va continuer donc sur notre lancée sur le D20 System pour cette thématique. Le D20, c'est pas le D20 D20 pardon, System. le Omni System qui utilise du D20. Et on va vous parler cette fois-ci d'un jeu qui s'appelle Hélas, le monde du soleil et de la pierre. Donc chez Kepera Publishing. Et pourquoi on vous en parle? Parce que chez Kepera Publishing, il y a un homme qui s'appelle Jerry D. Grayson, qui est un peu l'auteur de ce jeu et du jeu qu'on va chroniquer après. Voilà. Et c'est un auteur en fait qu'on aime bien parce qu'avec Cédric et Franck aussi, on a senti à la lecture que c'était un type qui bouillonnait en fait de différentes idées. Il semble vraiment passionné par ce qu'il fait. Il a vraiment envie de faire des choses complètement folles, complètement épiques, d'écrire en fait d'immenses sagas et de faire en sorte que via ces jeux, ça puisse être émulé autour de la table. C'est-à-dire de créer des grandes sagas, quelque chose vraiment fort et vraiment épique, même dramatique, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, on sent bien que il faut qu'un des joueurs aille directement, saute d'un gouffre avec sa lance directement dans une hydre. Oui, normal. Donc, normal. Et on sent que dans les années 2000, il a aimé God of War, jouer Kratos. Et ça tombe bien. Parce que justement, le contexte de Hélas, c'est en gros la Grèce antique et mythologique dans l'espace. Voilà. Dans l'espace infini. Donc, infini et incommensurable. Exactement. En gros, c'est Star Wars, ou si vous préférez, c'est Star Wars à la sauce grecque. Voilà. Parce que c'est... on va mélanger tragédie grecque et space opéra, tout simplement. On va faire vite fait, mais alors très vite fait pour le système de règles, parce qu'on en a déjà parlé avant, et on va en reparler après dans l'autre vidéo. Mais comme c'est l'omnisystème, en gros, c'est les capacités de votre personnage. Chaque jet, c'est les capacités de votre personnage, moins les capacités adverses ou une difficulté. À cela, en fait, vous allez vous retrouver avec un chiffre qui est positif ou négatif. Vous allez lui ajouter un des 20, et là, en fonction du résultat, vous savez si vous avez fait un échec critique en dessous de 0, un échec en dessous de 6, ou une réussite partielle, ou une réussite, ou quand vous faites 20, une réussite critique. C'est simple, c'est fluide. Ouais, c'est hyper simple. Et comme dit Cédric, en fait, tout ça tourne autour d'une petite table universelle, avec les paliers qui ont été cités, et ceci se retrouve même sur la feuille de personnage. Ce qui fait qu'en fait, votre joueur, quand il va lancer un des 20, et qu'il va regarder et calculer son résultat, en fait, il va voir tout de suite s'il a réussi ou s'il a échoué, et peut-être que ça va même permettre un peu narrativement d'expliquer qu'avec le geste ou comment il le fait, et même carrément d'expliquer comment il échoue. Ça, c'est toujours très intéressant pour, c'est plutôt drôle, pour un joueur, quoi. Revenons maintenant à ce contexte. Bref, en gros, vous avez compris, vous prenez 300, vous prenez Star Wars, vous combinez le tout, et vous avez ce jeu. Tout à fait. Alors, vous avez les humains, ça c'est sûr, de base. Vous avez les Amazorianes. Les Amazoriennes, pardon. Oui, effectivement, si on dit en français. Qui sont toutes bleues, qui font plus de 2 mètres. Ouais. Fortement sympathiques, très guerrières quand même. Ouais, c'est les Amazones. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont fait session avec leur... Avec les Zorianes, le pendant en fait mixte. Oui, puisqu'il y a des hommes et des femmes, les femmes sont toujours plus grandes, et les hommes sont toujours plus petits, sont toujours bleus, mais là, les Zorianes, c'est les Troyens avec les Perses. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a les nymphes, qui sont des créatures, en fait, une race végétale, qui n'est donc ni masculine ni féminine. Voilà, qui peut être androgyne. Vous avez des personnages un peu ailés et éthérés, qui ressemblent un petit peu, on dirait un peu le personnage de Judi Dench dans Riddick, dans les chroniques le deuxième. Vous avez ces espèces de cyclopes en fait qui ont un œil, en fait ils sont aveugles mais en fait ils ont une sorte d'œil digital, de troisième œil qui flotte comme ça, et ça leur permet en fait d'avoir énormément de connaissances, de toucher à plein de choses. Vous avez des sortes de gorgones et nos petits préférés. Nos deux préférés. Donc vous avez les Zintar. Alors les Zintar, ça ressemble un peu aux méchants dans les Tortues Ninja, donc rose poulpe, qui fait 50 cm, mais qui ont des grosses armures. Ouais. Des grosses armures de centaures. Voilà, des armures en fait, effectivement, c'est des armures bipèdes ou quadrupèdes, et ça leur permet en fait de pouvoir se déplacer. Et avec une technologie assez développée. Ouais, assez développée. Ils sont très marrants.
Et vous avez, là, c'est un peu, nos préférés, c'est les Génial, vous allez voir. les myrmidons, c'est ça? Exactement, oui. Et les myrmidons, en fait, Donc les fourmis, voilà. Et en fait, c'est une communauté. Une ruche. C'est une ruche, une communauté, une ruche d'insectes liés les uns aux autres avec une reine au milieu. Et tout ça, en fait, cette ruche, ça forme en fait, elle forme elle crée une forme en fait qui est une forme humaine. Et en fait, si vous voulez, vous allez jouer une ruche qui est liée en fait. Voilà. Et en fait, le but de la ruche, parce qu'ils aiment tellement les hellénistes, qu'ils décident de les émuler. Oui. Et donc c'est pour ça qu'ils prennent une forme humaine avec une armure. Voilà, c'est génial. Ça. Et en fait, c'est un seul, en fait, si vous voulez, c'est une seule conscience en fait, mais remplie de petits êtres qui sont une sorte d'insectes, et ça vous permet en fait d'avoir une forme humaine, de vous battre, mais aussi de vous glisser dans des endroits où personne ne peut se glisser. Les bras peuvent se séparer un petit peu. Oui, voilà, enfin, mais c'est complètement dingue et c'est relativement facile à jouer quoi. En plus, c'est ça qui est bien. Heureusement. Donc avec ces peuples, et comme tout le monde en fait vit dans cette espèce de galaxie qui est remplie de royaumes indépendants, etc. Vous avez une planète qui est Sparte. Enfin, vous avez des trucs comme ça. Vous retrouvez effectivement les villes les plus mythiques de la Grèce antique, disséminées un petit peu partout dans la galaxie. Voilà. Qui dit galaxie dit aussi technologie. Donc la technologie est là. Donc c'est une technologie de space opéra futuriste. Alors faut savoir que comme on parle quand même d'un truc épique. Je veux dire, vous avez tout un catalogue d'armes, en veux-tu, en voilà, et ce qui est bien, c'est qu'on continue, enfin, on peut se battre autant avec des blasters, des fusils laser, qu'avec en fait des armes des glaives et des optiques. On peut y aller. Hein, et avec des boucliers énergétiques, des trucs comme ça. Enfin, tout est un petit peu mélangé, mais ça marche plutôt bien. Ce qui ressemble encore à la Grèce, moi j'adore, c'est qu'en gros, pour aller d'une planète, enfin d'une galaxie plutôt à une autre, en passant par l'hyperespace, en fait, ça s'appelle le Pantalassa, et en fait, c'est une sorte d'autre dimension c'est comme une mer complètement remplie de brume, complètement bizarre, sur lesquelles en fait les vaisseaux avancent très lentement, même si en fait ils traversent des millions d'années de lumière. Ils traversent très lentement et parfois en fait c'est une sorte de mer complètement éthérée quoi. Mais voilà, ça vous donne un petit côté justement très homérique comme Ulysse, tout ça, et que les voyages peuvent être longs, dangereux, et c'est pas non plus un côté, c'est pas le warp. Hein. Non, c'est pas le warp. Voilà. Il peut se passer des choses pendant en fait les voyages en hyperespace. Intéressant. C'est ça qui est vraiment chouette. Puisqu'on parle en fait de Grèce antique, il faut savoir qu'on parle quand même de drame, mais surtout de saga. Et la chose la plus importante en fait dans ce jeu, c'est de savoir que ce n'est pas un pick-up game. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Un pick-up game, c'est en gros c'est un jeu de rôle. Disons que la première session de jeu, on fait les personnages en une demi-heure ou 1 heure et demie, c'est plié et hop, on peut se mettre à jouer. Non, là, moi c'est quelque chose parfois qui me frustre un petit peu dans ce genre de jeu, c'est-à-dire comme Hélas, c'est-à-dire que en gros votre première session, ça va être une session un peu longue de création de personnages. Et surtout de créer un petit peu les liens les uns avec les autres. Mais justement, ça peut au premier abord vous refroidir, mais en fait, c'est vachement bien fait. Oui. C'est ce qui va vous donner tout le sel. À mon sens, des parties d'après. En fait. Exactement. Même pour le MJ, en fait, il a juste à diriger un peu cette création de personnages, et une fois qu'il a tous les personnages, qu'il a tous les historiques, je pense qu'il va avoir de quoi broder autour de ça, en fait, des sagas assez épiques. Et on va vraiment, par biais d'un exemple, on va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est assez épique et il y a de quoi broder. C'est en gros la création de personnages, en plus au début de choisir votre peuple et de distribuer un peu parmi les caractéristiques. Les professions, ce genre de choses. C'est en fait vous allez avoir énormément de life pass. Alors on pourrait traduire ça par les chemins de vie ou enfin toutes les aventures, de l'enfance jusqu'aux aventures que vous avez faites avant de commencer à jouer. Ouais, c'est ça en gros. Voilà. Et en fait, si vous voulez, life pass, ce sont différentes tables sur lesquelles on va jeter un dé. On peut aussi choisir, mais avec Cédric, on s'est souvent dit que c'était mieux de... le destin, vous choisissez pas. Hein. Comme dit la chanson, on choisit pas ses parents ou sa famille. Donc, mais c'est tout à fait ça. Donc après tout, ça marche bien, parce qu'on est dans un thème, vous savez, les tisseuses et tout ça, on choisit pas. Ouais, et d'ailleurs, elles sont évoquées là-dessus. Et donc, en fait, via ces tables, vous allez voir, vous allez en fait
pour chaque personnage que vous allez créer, voir en fait où vous êtes né, sur quelle planète, dans quelles conditions, qui étaient vos parents, vos frères et sœurs, si vos parents ont disparu, de quelle manière, s'ils sont encore vivants, quel est l'événement en fait dramatique ou pas finalement qui a fait que vous avez voulu partir à l'aventure. En partant à l'aventure, quelle voie, en fait, pendant plusieurs années vous avez choisi? Est-ce que c'est une voie de guerrier, d'érudit? Est-ce que c'est une voie juste d'explorateur ou de voleur? Oui, de voleur, carrément, de prêtre. Et en fait, vous allez pouvoir faire ce choix et vous allez faire, en fait, toutes ces life pass. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, tous ces life pass contiennent énormément d'idées. Alors, on va en revenir à l'exemple. On avait fait des personnages avec Franck et Cédric. Et le personnage de Cédric, et vous allez voir, on va arriver sur deux concepts très importants du jeu. Sont très importants, c'est la destinée et le sort funeste. Et moi, ma destinée, c'était de conquérir et devenir un tyran. Et mon sort funeste, de me faire destituer et tuer par le peuple. C'était sympa, mais c'est un peu lié, j'avoue. C'était vraiment bien. Ça donnait envie, mais complètement. Pour revenir à ça, pour revenir en fait à comment dire, la destinée et en fait le sort funeste. Il faut savoir que par sort funeste, en fait, chaque personnage est destiné à mourir de ce sort funeste. Alors, pas au bout de 2 aventures, mais le but, c'est que c'est un jeu, d'ailleurs c'est toi qui l'avais dit, c'est un jeu pour créer des sagas générationnelles. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que vous allez, au bout d'un moment, vous mourrez, mais peut-être que vous avez eu des enfants, et donc... Il y a aussi les règles pour transmettre aux enfants, et il y a les règles entre les parties aussi de gérer ceci, c'est-à-dire votre famille. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose. Pendragon. Voilà. On est tout à fait dans Pendragon avec la fameuse phase hivernale. Peut-être qu'un jour on parlera de Pendragon. Mais en gros, vous allez retrouver ça carrément dans ce jeu. Donc quand on vous disait du space opéra, de l'aventure épique, etc., la Star Wars, il y a aussi ce côté peut-être un peu gestion de votre famille, de votre royaume si vous en avez. Il y a peut-être un truc aussi de guerre de trône, de conspiration contre vous. Il y a plein de choses qui peuvent apparaître durant cette espèce de phase hivernale, quoi. Oui, donc on va entrer de plein pied en fait dans les défauts pour moi et pour Cédric, même si on les partage pas forcément du jeu. On va dire que comme on vous a fait une petite intro sur l'auteur. On vous disait, ce type est passionné, ça bouillonne d'idées, ça bouillonne trop en fait dans le jeu. On vous a dit la base est simple, mais je ne sais pas pourquoi, Grayson rajoute plein de micro-règles sur micro-règles. Parfois, il y a certaines qui ne sont pas toujours bien expliquées. Vous allez voir l'héroïsme et tenter le sort. Il y a des moments où vous vous dites mais pourquoi, comment ça marche, etc. Ça se goupille un petit peu bizarrement. Quand vous créez votre personnage, vous avez, je sais plus, c'est l'équivalent de talent ou de don, comme dans le D20 système, hein. Et il y en a beaucoup, beaucoup trop. On peut parler de la magie, alors qui est pseudo freeform. Ouais, elle est freeform, alors elle mais avec des règles très carrées. Ouais, elles sont très carrées, mais en fait, c'est la magie en fait dont on vous a parlé avec Franck dans notre précédente vidéo. Le problème, c'est que honnêtement, des règles de magie freeform, j'en ai vu et lu d'autres qui étaient bien plus faciles. Moi, je trouve que elles sont un peu ardues à lire et à comprendre, et surtout on s'était fait cette réflexion avec Cédric que pendant le jeu autour de la table, au moment où quelqu'un va lancer un sort, le temps qu'il calcule certains trucs, ça va être hyper long. C'est ça, vous pouvez pas créer en pleine partie en fait. Faut faire en amont, et après c'est votre liste de sorts et puis c'est tout, quoi. Ouais, carrément. Vous pouvez pas créer comme ça en fait. C'est pas mage en fait. Ouais, c'est un peu dommage. Alors il y a quelques exemples de sorts. Et tant mieux. Et honnêtement, pour les MJ et même pour les joueurs, inspirez-vous de ça et puis changez juste quelques données, parce que sinon ça va être vraiment trop compliqué. On va finir sur une chose, c'est voilà, on vous disait il y a plein de micro-règles, ça peut parfois un peu être étouffant, mais comme la base est simple et qu'elle est solide, notre petite cuisine, c'est que c'est un jeu qui s'adresse à la fois pour des gens en fait qui veulent le but c'est de faire des grandes sagas épiques, de vraiment c'est de l'action débridée autour de la table, mais ce jeu s'adresse à deux publics, c'est ça qui est bien. Il y a un public, si vous voulez, qui aime les règles simples et
pour un MJ, c'est tout à fait possible de ne pas s'embarrasser de toutes ces micro-règles, de cette tonne de matos, et d'aller vraiment à l'essentiel. Et le jeu, en fait, quelque part, le permet. On peut vraiment un petit peu balayer certaines choses, et c'est possible. Et à côté, pour ceux qui veulent, en fait, vraiment du gros matos, qui veulent... optimiser. Qui veulent optimiser, qui veulent vraiment de la grosse mécanique qui tâche, et bah c'est possible aussi. Voilà. Et ça, c'est bien parce que ça... Bah, j'ai envie de dire qu'il y a peu de jeux qui arrivent à allier les deux. Ouais. Justement, c'est un point très positif. Et comme ça, moi je trouve que... moi je fais partie de la première catégorie de master. Hein, ah oui, donc, mais moi aussi, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais on baffe quand même quand on voit toutes ces listes d'armes, de trucs et de vaisseaux. Oui, effectivement. Oui, voilà. Un petit peu. Voilà, voilà ce qu'on avait à dire là-dessus. C'est sûr que le public pour qui le contexte et le concept ne plaît pas, c'est pas la peine. Hein, c'est vraiment vous voulez faire 300 mais dans l'espace, voilà. Si ça vous plaît pas, si ça vous passe au-dessus de la tête, laissez tomber. C'est pas non plus Luis 31, hein, c'est pas vraiment ça. Non, effectivement, on est plus dans l'action. Hein. Ah, Luis 31 un peu moins quand même. Ouais, c'est vraiment l'Iliade et l'Odyssée dans l'espace, hein, rien de plus. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Et effectivement, je trouve ça plutôt bien. Plutôt bien. Donc voilà, c'est un jeu qu'on vous conseille. Ne ratez pas la prochaine vidéo parce qu'on va continuer avec un autre jeu du même auteur. Tout à fait. Mais cette fois-ci qui est un peu plus Sword and Sorcery. Un petit peu. Un petit peu. Bien. Bah écoutez, bonne lecture. Et bon jeu. À bientôt.